Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureux de vous retrouver. Bonsoir Jamar Baïda, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur des archives du Maroc, et j'ai pensé à vous, avec les camarades de la chaîne, pour traiter un sujet d'actualité. Il y a un siècle, exactement le 30 mars 1912, le Maroc tombait dans les fourches courdines du protectorat. L'acte de Fès était signé à cette date-là. Ça n'a pas duré longtemps le protectorat au Maroc, moins d'un demi-siècle, période de combat, de nationalisme intense, mais nous n'avons pas une opinion très arrêtée sur la signification de ce protectorat, cette période. Parenthèse, temps perdu finalement, sur le long chemin du Maroc historique, ou mutation profonde, où les prémices de l'État moderne, du Maroc moderne, du Maroc d'aujourd'hui, ont été jetées. C'est de ça dont je souhaite qu'on parle. Mes premières questions très simples. Comment était le Maroc en 1912? Je vais vous montrer d'abord une image. Le petit journal français, la une. Comment la France nous voyait. La France va apporter la civilisation, la prospérité, la richesse. Oui, je connais bien cette image. Donc, c'est une propagande menée par les milieux colonialistes français. En fait, pas orientée du tout vers les Marocains, mais orientée vers l'opinion française qu'il fallait convaincre de la nécessité d'occuper le Maroc. Mais comment était le Maroc? Le Maroc, Population. Le Maroc, population 4 millions d'habitants, moyenne d'âge quelques 35 ans, moyenne d'âge. On ne vivait pas plus. On ne vivait pas plus. Disons, santé précaire, santé, hygiène précaire. Maladie, typhus, typhoïde, choléra, des années de disette aussi. Production vraiment très très précaire, à la merci des intempéries, du beau temps, de la pluviométrie. Il y a certaines choses qui durent encore. Donc, mais un pays miné de l'intérieur. L'école, c'est l'école vraiment pas du tout à jour. C'est l'école traditionnelle, c'est les msids, c'est les qaraouïnes, c'est les madrasas. Mais pas du tout, ça ne suit pas. Alors qu'ailleurs, par exemple, dans l'Empire ottoman, il y a déjà en Tunisie, mais en Tunisie, elle était déjà occupée, la Tunisie. Mais je veux dire, l'Empire ottoman, où il y a une tentative jeune turque pour mettre les aiguilles de l'horloge à jour. Voilà. Donc, miné de l'intérieur par divers facteurs, mais également encerclé de l'extérieur. La première question essentielle, est-ce que le Maroc était colonisable? Oui. Est-ce que c'est une fatalité? Ça l'est presque. Le Maroc ne pouvait pas faire exception. Je me rappelle encore un cours de feu Germain Ayesh qui nous disait, d'abord en tant que professeur, mais aussi en tant que collègue plus tard, disons, il y a un compte à rebours depuis 1830 avec l'occupation d'Algérie, puis 1881 avec l'occupation de la Tunisie. Le Maroc ne pouvait pas faire exception. Donc il y avait ce processus, j'allais dire, inéluctable. Sur le plan institutionnel, le Maroc était en mauvais état. En mauvais état. Après la mort de Moulay Hassan, oui. C'est 1894. Oui, il a laissé le vide. Il a laissé le vide, mais déjà les prémices de cette mauvaise situation s'annonçaient déjà avant sa mort, mais seulement il a pu maintenir l'équilibre et sauvegarder l'intégrité territoriale du Maroc. Mais après lui, juste pour cette période, presque la fin du règne de Moulay Hassan, il y avait déjà un livre révélateur qui a été publié en 1886 par Ludovic Campou, Le Maroc, un empire qui croule. Ça voulait
tout dire. C'est vrai qu'après le décès de Moulay Hassan en 1894, c'était le vide rempli provisoire. Non, par Bahmed. Rempli provisoirement par Bahmed comme régent, comme chambellan de 1894 à 1900. Mon lapsus, c'est révélateur. Bouhmara n'était pas loin. Bouhmara n'était pas loin. Bouhmara, c'est dit 1902. Il vient pendant donc qu'il n'y avait plus de chambellan, il n'y avait plus le vizir Bahmed, mais il y avait un jeune roi, un jeune sultan, Moulay Abdelaziz, qui y essayait tant bien que mal, inexpérimenté, mais entouré aussi de mauvais conseillers. Hein. Bouhmara, c'était quoi? Bouhmara, c'était un prétendant qui prétendait un rougui, un prétendant qui a infligé une défaite cuisante aux troupes marzéniennes en 1902 déjà, et puis qui a profité tout simplement du mécontentement populaire. Soutenu par l'Espagne? Soutenu par l'Espagne un peu après cela, parce que les Espagnols avaient les yeux rivés sur les mines du Rif. Voilà. Ils croyaient qu'il y avait de l'or. De l'or, des mines de toutes sortes. Hein. N'oublions pas l'Empire fortuné. Hein. Quand Bouhmara est tombé, c'est pour ça qu'on l'appelle Bouhmara, on l'a baladé sur une ânesse. Oui. Après l'avoir exécuté. Après, on l'a exécuté, je crois. 1909. En 1909. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un processus de hmaya, de protection donnée à des individus, qui s'est transformé après en protectorat? On est passé des protections au protectorat. Oui, c'est vrai. Alors, parlons des protections. Alors, les protections, en fait, ça émane, c'était déjà un fait bien avant le milieu du 19e siècle, mais au milieu du 19e siècle, et plus particulièrement en 1856, ça a été légalisé en vertu d'un traité maroco-britannique. Et c'est himaya quoi? Ça consistait à être protégé par un consulat étranger, ce qui fait que des nationaux qui échappaient à la loi nationale. Des nationaux qui échappaient donc à la loi nationale et qui échappaient par voie de conséquence au sultan. Donc en fait, il était protégé, sahab le passeport, on les appelait sahab le passeport. Oui. Alors c'était qui? C'était des marchands juifs? C'était des marchands juifs, mais c'était aussi familles musulmanes. Des familles musulmanes nombreuses. Entières. Alors il y avait une rivalité aussi bien du côté musulman que juif, qui dit mieux, on achetait même des cartes de protection. On a un chiffre. Daniel Rivet donne 10 000. Oui, mais ça doit être très certainement sur la base de ce qu'on a retrouvé comme carte de protection. C'est vrai que les consulats conservaient leurs cartes, mais il y avait plein de protégés peut-être qu'on n'avait pas du tout enregistrés. Donc ça devait être un minimum de 10 000 avant le protectorat. Donc les dates repères, vous venez de mentionner le traité avec la Grande-Bretagne de 86, Madrid. Ah oui, Madrid. 1880. Oui. Là, c'est le Maroc qui a demandé. Oui, c'était le Maroc qui avait demandé la tenue de la conférence de Madrid pour contenir un peu ce cancer que constituaient les himaya, les protections consulaires et diplomatiques, qui arrachaient une partie de la population marocaine à la souveraineté du sultan. Mais malheureusement, le Maroc a été piégé, hein, manque d'expérience. Ça a été étendu. Ça a été étendu. Internationalisé, on a légalisé ce qui était aux 13 puissances, ce qui était un fait est devenu internationalisé. Et là, je crois que le Maroc a perdu diplomatiquement parlant. Et 1906, Al Jazeera, c'est encore à la demande du Maroc. C'est encore à la demande du Maroc. C'était pour échapper à la pression française, surtout française. Et là, le Maroc avait voulu internationaliser pour un peu édulcorer la pression française, mais encore une fois, au lieu qu'on écarte la France, on n'a fait qu'internationaliser sur le plan commercial, sur le plan économique.
des privilèges à d'autres pays, open door ou la porte ouverte, et que les Marocains ont appelé à raison shurut al-khuzirat. Et encore aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit shurut al-khuzirat, vous comprenez que c'est des conditions insupportables. Donc on voit clairement ce qui s'est passé. On a voulu arrêter le processus des protections et on est tombé dans le protectorat. Autre regard, c'est les réformes. Oui. Le Maroc se devait de faire des réformes. Qu'est-ce que ça a donné? Je crois que le parallèle que vous faites entre réforme et protection, je crois qu'il est tout à fait justifié. On est passé de la protection, des protections individuelles au protectorat, on protège tout un pays, on protège un Makhzen, et pour les réformes, on est passé de réformes sectorielles à une grande réforme, en fait, où ce qu'on a appelé, c'est le protectorat. En fait, le protectorat est légitimé aux yeux du protecteur, entre guillemets, par la nécessité d'entreprendre des réformes au Maroc sur tous les plans. Prenons un exemple, Tertib. Oui, Tertib, c'était une réforme inspirée par la France, notamment. L'exemple turc. Oui, l'exemple... C'est un impôt généralisé. C'est un impôt généralisé qui n'épargnerait ni la confrérie, ni le alim, ni le protégé. Mais encore une fois, il y avait un manque d'expérience. Ça a été promulgué en 1901. Donc, c'était un impôt moderne, mais qui mettait fin à des impôts traditionnels, zakat al-ashar. Mais seulement, le Makhzen marocain n'ayant pas un pouvoir central et une administration efficace pour prélever cet impôt, il se retrouve avec une caisse vide. Ça veut dire il a perdu le zakat et l'achar, il n'a pas eu le tertib. Et il a fallu, et c'est important, il a fallu attendre 1912 pour que la France impose le tertib. Et donc, fauché, il s'est adressé à la banque. Quand on est fauché, on s'adresse à la banque. La banque qui attendait, c'est... Les banques, la banque Paribas, par exemple, mais bien d'autres. En fait, les puissances étrangères voulaient imposer au Maroc des réformes, dit-il, pour mettre le Maroc à jour, mais en même temps pour ouvrir le Maroc comme débouché, comme terrain d'infrastructure, comme terrain d'investissement des capitaux. Mais ces réformes étaient liées à des prêts, elles étaient liées à des emprunts, et ces emprunts mettaient le Maroc à la merci des puissances étrangères, des puissances fiscales. Passons à un autre aspect. En exagérant un peu, je vais appeler ça la guerre des sultans. Oui. C'est Moulay Abdelaziz et Moulay Hafid. Ils sont deux frères, ils ne s'entendent pas beaucoup. Parlons de Moulay Abdelaziz. Moulay Abdelaziz, comme j'ai dit tout à l'heure, un jeune sultan qui aimait son pays, un open mind, mais qui manquait d'expérience. Il a été intronisé à la mort de Moulay Youssef. Non, d'abord intronisé, entre guillemets, à la mort de Moulay Hassan en 1894, mais dans les faits, c'était le vizir Bouahmed, le grand vizir qui détenait le pouvoir. C'est la mort de Bouahmed qu'il a régné. Il a régné à partir de 1900, mais encore régné avec toutes les difficultés. Ça veut dire que tous les troubles que connaissait le Maroc étaient... Moulay Hafid a été intronisé à Marrakech, où était khalifa de son frère. 1907. Et ensuite, en 1908, à Fès. Oui, tout à fait. Faisons un peu le portrait des deux, parce qu'ils sont intéressants. Ils sont intéressants. Moulay Abdelaziz, c'est un sultan bling-bling. Oui, il aimait bien les joujoux, il aimait bien les bicyclettes, les appareils photo, le cinéma. Je ne sais pas s'il avait une Rolex, mais il aimait beaucoup ça. En tout cas, il avait la première voiture au Maroc, je crois. Et vélo. Un vélo, bien sûr, une projection cinématographique au Palais de Fès. Il se déguisait. Il se déguisait, voilà, des costumes de Russie, etc. Donc, mais il était, disons, et ça aussi, ça a été un élément qui a fait que le Makhzen était miné de l'intérieur. Le sultan était entouré de mauvais conseillers nationaux, mais également mauvais conseillers étrangers. Je pense à... Fasciné par l'Europe.
très fasciné par l'Europe. Mais c'est un brave type. C'était un brave type. Bon sentiment. Je dirais qu'il aimait bien son pays, c'était un open mind, mais il ne savait pas comment faire. Et quand on ne sait pas comment faire, on s'adresse aux conseillers, les conseillers qu'on soit, quelquefois pour vous induire Donc, sultan d'Ibling, en face, c'était sultan du djihad. Un faqih, un sultan du djihad, un alim, oui, il est l'auteur de Da'ul Atabi Qadim. Oui. Après, pour se justifier. Le mal vient de loin. Le mal vient de loin, Da'ul Atabi Qadim qu'il a produit pour se justifier. Mais Poète aussi, mais... de qualité, j'ai lu des poèmes. Oui, de très grande qualité. Bibliophile, bibliophile, il aimait bien ses livres, mais enfin, c'était pas aussi... En fait, j'allais dire qu'il a été porté par la vague du mécontentement au pouvoir. Il a été porté par la vague, il a essayé de tirer profit du soutien que lui a accordé les caïds de Marrakech, hein, aussi par Malaïnin du Sahara, mais il s'est retrouvé avec cette bay'a conditionnelle de Fès en... Conditionnelle, c'est-à-dire chasser les chrétiens du Maroc et rejeter Shurut al-Khuzirat. Voilà, et ce qu'il n'a pas pu faire. Donc ligoté lui-même, il reconnaît et il perd une partie de sa popularité, y compris ceux qui l'ont porté au pouvoir, la confrérie Ktania à Fès, par exemple. Parlons de la confrérie Ktania. Elle va devenir son principal opposant. Oui, elle va devenir... Avec à sa tête Mohamed Ben Abdelkbir Ktani. Oui, cette confrérie... Un immense personnage. Un immense personnage qui était, comment dirais-je, très beau, d'abord. Très beau. Oui, disent les textes, mais aussi qui voulait mettre le Maroc... un grand ra'alem, et qui espérait mettre le Maroc, comment dirais-je, à la page. C'était un grand réformiste, quelqu'un qui n'avait pas les moyens de sa politique et qui avait inventé, qui avait édité à Tanger un journal Ta'oun qu'il dictait lui-même après la peste. Ouais, ça c'est une autre question. C'est un journal manuscrit. Un journal manuscrit, mais qui avait... Louis Mercier en donne une très belle description dans la revue du Monde musulman, mais qui était édité comme les journaux d'aujourd'hui, ça veut dire avec un titre, avec des colonnes. Il dictait lui-même à ses adeptes le contenu, et le contenu n'était pas du tout mauvais, je veux dire, pour l'époque. Malheureusement, ça reste l'archéologie de la presse au Maroc. Il a inspiré plus ou moins une première constitution. Il a inspiré d'une certaine façon un projet de constitution publié à Tanger par l'Islam al-Maghrib, animé alors, c'était fin octobre-novembre 1908, un journal l'Islam al-Maghrib animé par les frères Nemour, deux maronites libanais qui s'étaient installés... Qui vont partir après au Brésil. Oui, que Moulay Abdelhafid a presque chassé. Mais la constitution... Oui. Quand on la feuillette, il y a des choses extraordinaires. Scolarisation des filles. Scolarisation des filles, scolarisation obligatoire, la méritocratie pour accéder à liberté religieuse pouvait être marocain, juif, un musulman, voire un chrétien, et même un chrétien pouvait accéder à des postes. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase, celle que vous venez de prononcer? À l'époque déjà, il y avait ça. À l'époque déjà, moi, quand je relis, parce que je relis ce projet de constitution, il y avait, comment dirais-je, un esprit de réformisme très très en avance par rapport à certaines idées rétrogrades qui sont en cours quelquefois, même aujourd'hui. Ça veut dire cette liberté pour chacun d'exercer sa religion, même s'il y avait une imara al-Mouminin. Il y avait cette liberté-là. Il y a la méritocratie, ça c'est très très important, parce que n'accédait pas seulement au pouvoir les nobles, les dignitaires, les grandes familles, mais c'était à la portée de tout le monde, pourvu qu'il y ait le mérite. L'opposition frontale, forte de Ktani a beaucoup affaibli Moulay Hafid. Oui.
qu'il l'a fragilisé. Oui. Et Moulay Hafid a dû appeler. A dû appeler les Français, tout simplement. D'abord, il a appelé les Français parce qu'il était fragilisé donc par le mécontentement. Parce que quand je dis Moulay Mohamed Ben Abdelkbir Al-Ktani, je dis aussi l'opinion publique à Fès. Et il y avait cela, cette opposition avait fragilisé le pouvoir. Et Moulay Abdelhafid a été sans pitié. Hein. Le sort de Mohamed Ben Abdelkbir Al-Ktani, c'est tragique. Il l'a massacré. Et il a été fragilisé. Au palais même, je crois. Pardon? Au palais je même. crois qu'au palais même, il y a des écrits là-dessus. Comment, bon, les détails. Bon, ça doit être dans Harris, Morocco d'Atos, oui. le Maroc disparu. Mais il y avait aussi un autre élément qui a fragilisé Moulay Abdelhafid, c'est les troubles menés par le prétendant Bouhmara, qui a fini également tragiquement en 1909 lorsqu'il a été lâché par les tribus. Je m'excuse, je vous bouscule parce que je voudrais qu'on parle du maximum de choses. Oui. Le traité est signé, soulèvement à Fès. Soulèvement. Alors les Chokfa, les Ulama, les Tabors. D'abord les Tabors. C'est l'étincelle, les Tabors makhzéniens. Qui avaient des instructeurs français. Qui avaient des instructeurs français, se sont révoltés, se sont insurgés contre leurs instructeurs, les ont massacrés. Mais il faut dire qu'après, il y a eu cette connexion entre la ville de Fès et les tribus avoisinantes qui sont entrées à Fès et le bruit a couru qu'il fallait arracher le titre de vente aux Français parce que c'est comme ça a été considéré. Voilà, l'acte du protectorat. L'acte du protectorat était un acte de vente. Un acte de vente. On a vendu donc arrachons aux Roumis, arrachons à l'étranger cet acte de vente. L'état de siège est proclamé. L'état de siège est proclamé et il y a eu un grand massacre de Marocains, perpétué dans la littérature française comme les massacres de Fès, mais c'est voir les choses d'un seul côté. En fait, ce sont les Marocains qui ont été massacrés. Voilà. Et l'état de siège, on ne le sait pas, a duré. Alors là, jusqu'à l'indépendance. D'abord, il y a eu donc ce premier état de siège. Il y a eu ce premier état de siège à Fès. Hein, c'est la première fois que 1912. Le Maroc connaît avril 1912, connaît ce que c'est qu'un état de siège, couvre-feu, etc. Puis il y a eu un deuxième état de siège, mais celui-là a duré très longtemps, c'est le 2 août 1914, donc à la veille pendant la Grande Guerre, et cet état de siège a duré jusqu'en 1956, même s'il a été renouvelé à la veille en 1939, on renouvelle quelque chose qui n'a même pas été abrogé. Je passe très vite et on va prendre les grandes dates ou les grands faits. La pacification, elle va durer jusqu'en 1900, c'est-à-dire la conquête du Maroc. Jusqu'en 36, 35, oui. Aucune tribu n'a déposé les armes avant de combattre. Ouais, ça disait un témoin. Oui, le témoin, c'est un témoin quand Augustin même. Guillaume. Augustin Guillaume, dans son ouvrage publié en 1946, je crois, sur les Berbères et la pacification du Maroc central, il dit texto qu'il n'y avait aucune tribu qui s'est rendue spontanément et que certaines ont dû lutter jusqu'à la dernière cartouche. Voilà. J'ai lu dans un livre que l'armée française a perdu plus d'hommes pendant la pacification que pendant la guerre d'Algérie. Je n'ai pas de chiffres personnellement. Stephen Smith cite ce chiffre en se référant aux archives de l'armée française. C'est possible. Comme je n'ai pas le chiffre et que je dois vérifier. Voilà. Je suis très prudent. Parlons maintenant de l'IOT. Un grand homme. On va s'arrêter un peu à l'IOT. Oui, bon, on ne peut pas parler du protectorat sans parler de l'IOT. Donc 1912-1925, au Maroc. Oui, d'abord. La première chose qu'il fait, c'est quitter, il est résident général, la première chose qu'il fait, c'est quitter Fès. Oui, d'abord, il faut dire que... Il vient d'Algérie. Bon, il a été en Algérie, il a été en Indochine, il a été à Madagascar, c'est un disciple de Gallieni. Sa venue au Maroc, c'est le résultat des événements de Fès. Oui. Donc, il y a eu quelque chose d'important, le passage du pouvoir d'un civil, Eugène Regnault, qui devait être résident général, et aux mains d'un militaire, mais un militaire hors pair, à savoir c'est un militaire quand même qui a une connaissance des choses, des hommes et des choses au Maroc, qui a
qui connaissait la Chaouia, qui connaissait les confins algéro-marocains et qui devait poursuivre au Maroc une politique indigène assez spéciale, indigène. C'est-à-dire son obsession, pas d'algérianisation. C'est-à-dire on fait autre chose. Surtout pas, voilà, en fait, il appelait les algérianistes les frondeurs. Hein, en d'autres termes, il voulait surtout. Ça veut dire quoi, pas d'algérianisation? En fait, il fallait respecter les stipulations du traité du protectorat et entreprendre au Maroc une administration indirecte. Une administration indirecte, ça veut dire se montrer le moins possible, autant que faire se peut, et laisser les Marocains gérer eux-mêmes leurs affaires, tout en leur, bien sûr... On va voir dans les faits ce que ça donne. Alors, premier acte, aller à Rabat. Oui, de capitale. Oui, tout à fait. Dès 1912... Les Fassis sont trop frondeurs. Ah oui, ils sont trop frondeurs, et puis le souvenir des événements d'avril était encore trop frais, donc il fallait changer de capitale. Un monarchiste. Un monarchiste au service de la République. Oui, un monarchiste nostalgique de l'ancien régime français. Nostalgique. Un maurassien. Un maurassien. Il voulait une page vierge au Maroc. Il voulait une nouvelle capitale. Il voulait restaurer le système, le marzen, la monarchie à sa façon. Le drapeau marocain, c'est lui. Oui, le drapeau marocain 1915, c'était lui. En fait, il y avait un drapeau rouge uniforme et il a vu que ce drapeau rouge uniforme prêtait à confusion. Confusion avec quelques drapeaux, d'abord quelques drapeaux qu'on utilise dans la marine, hein, et puis surtout, je crois, c'est que on était à l'approche de la révolution bolchevique et le rouge n'était pas innocent. Donc, il a suggéré qu'on l'orne au beau milieu du drapeau par une étoile verte à 5 branches. Je suis le premier serviteur de Sidna. Ah oui, il a dit je suis le premier serviteur de Sidna pour donner lui-même l'exemple, à savoir qu'il y a un sultan qu'il faut respecter, un sultan qu'il faut aduler, et sa référence était le sultan Moulay Hassan, décédé en 1894. Donc on choisit Moulay Youssef, qu'on enferme pendant quelques années pour le former. Pour le relooker, oui. Oui, de 1912 à 1916, on l'a pas vu. Oui, presque pas. Oui. Presque pas. Et après, il y a une sortie. Il y a une très belle sortie bien orchestrée de Rabat à Fès pour aller assister ou inaugurer la première exposition de Fès, exposition agricole et autres. Et il fallait faire aussi un peu de cinéma. Nous sommes en pleine guerre mondiale. Il ne fallait pas donner l'impression de faiblesse de la part des Français. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette affaire, dans cette nouvelle harka, de Rabat à Fès, c'est que les Français se sont mobilisés pour monter un scénario à la traditionnelle, à la Moulay Hassan, parasol, esclave, etc., prosternation, etc. Et Hollywood. Un peu hollywoodienne, hein, Lyoté aimait beaucoup le spectacle, et là il y a un petit détail qui a échappé à beaucoup de personnes, c'est que arrivé à Fès, aux environs de Fès, donc visite à Moulay Idriss, mais également visite à Moulay Idriss Zerhoun, à Volubilis. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un souverain marocain s'arrête sur un site archéologique romain. Un mot des Juifs, mais auparavant, on va tuer Lyoté, il faut qu'il meure. Il est mort quand? Lyoté est mort en 1934 et il a été inhumé sur sa demande, sur demande de testament au Maroc. Il a son mausolée. Un beau mausolée dont il a lui-même choisi l'emplacement, c'est à côté de la résidence à Rabat, surplombant le Boulgrag et donnant sur le Chella. Avec une épitaphe. Avec une épitaphe où il rendait hommage aux musulmans et où il rendait hommage aux Marocains. Il a beaucoup aimé. Je crois qu'il est sincère parce que il était sincère. Je crois qu'on a dit qu'il s'était converti. Sincère, je crois qu'on a dit qu'il s'était converti. Non, en fait, c'est la politique musulmane où il excellait. Nous avons la politique musulmane. Lui-même avait écrit une fois au Quai d'Orsay, surtout ne vous immiscez pas dans ma politique musulmane au Maroc. Si je maintiens le Maroc, c'est grâce à ma politique musulmane.
Un mot quand même des Juifs sous le protectorat. Si tu permets, je vais juste commenter cette rumeur comme quoi il s'était converti à l'islam. Je crois que ça a fait une traîne de poudre au Maroc, à tel point que Didier Madras, dans son petit ouvrage Dans l'ombre de l'UOT, raconte que lors d'une réception qu'il avait organisée à l'occasion d'une fête musulmane à Rabat, il avait entendu deux caïds marocains dire « Ah, vous voyez là-bas sur le mur du salon de la réception, il y avait mis en valeur la kaswa de la Kaaba, et donc l'IOT était bien musulman, mais il le cachait à son gouvernement. » Ça, c'est anecdotique, bien sûr. C'était un agnostique. L'IOT était un agnostique. Il envoyait des gens à la Mecque. Il envoyait les gens à la Mecque, mais c'est un usage de la religion. J'insiste. Alors, un mot seulement sur le statut des Juifs au Maroc. Le statut des Juifs, il y avait donc ce statut de la dimitude des Dima, mais qui était en train de tomber en désuétude dès la fin du 19e siècle, bien avant le protectorat. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont été précurseurs. En fait, les Juifs ont été précurseurs à bénéficier de l'école moderne grâce à l'école de l'Alliance israélite universelle qui a commencé au Maroc, à Tétouan plus précisément, dès 1862. Et puis, fait essentiel, et puis on passe à autre chose, ils ont bénéficié de la protection, non des puissances, mais du palais. Pendant les années noires de Vichy. Ah oui, pendant les années noires de Vichy, les Juifs marocains n'oublieront jamais qu'ils ont été protégés contre ces lois. Le souverain Sidi Mohamed Ben Youssef disait alors qu'il ne voulait surtout pas faire de différence entre ses sujets musulmans et ses sujets juifs. Conclusion en un mot. Alors, parenthèse, mutation profonde. C'est quoi le protectorat pour vous? Surtout pas une parenthèse. Une parenthèse, on met entre parenthèses quelque chose qu'on lit ou qu'on ne lit pas sans qu'il change quoi que ce soit dans le contexte, dans le texte, j'allais dire. Alors, c'est plutôt des mutations profondes qui ont marqué pour longtemps la vie des Marocains, le pays, les infrastructures, les us et coutumes, la langue que nous parlons aujourd'hui, et puis qui a marqué le Maroc indépendant. Merci beaucoup. On va passer à la seconde partie. Je rappelle que vous êtes patron des archives, et que les archives au Maroc, c'est un problème. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Très curieusement, j'ai trouvé une phrase dans un livre de Jan Potocki, écrit, c'est un Polonais qui avait visité le Maroc en 1970. Je crois en 1790. Oui, c'est un Polonais qui avait... 1790, voilà. Jan Potocki, il est très connu comme l'auteur du manuscrit trouvé à Saragosse. Oui. Mais il a écrit un livre sur le Maroc qui s'appelle Voyage dans l'Empire du Maroc. L'Empire de Maroc. De Maroc, oui, pour elle. Il y a cette phrase curieuse, ce pays ignore les archives. C'est bien vu. Je crois que c'est bien vu. Jan Potocki est un fin observateur polonais et donc qui est venu au Maroc au lendemain de la Révolution française, il faut le noter, qui était un fin observateur. Et je serais tenté d'approuver ces dires quand je fais le constat que Comment vous expliquez que des archives aujourd'hui les archives sont abandonnées, j'allais dire sciemment? Il y a une phrase de votre collègue Boutaleb. Oui, oui, mais mon professeur Ibrahim Boutaleb me disait, en fait, il citait un adage arabe, Alors, je vais traduire, brûle, ne déchire pas. Parce que l'ennemi va en tirer profit, va manipuler. Mais moi, je dirais autre chose. C'est pour ça qu'on détruit les archives, qu'on les néglige. On les néglige, je crois, c'est juste parce que le Maroc est un pays de paradoxes. Autant on chérit les manuscrits à caractère religieux, etc., de l'oral, la langue, la grammaire, etc., mais il y avait une négligence à l'égard de l'archive qui était la continuité de l'État. Et mon hypothèse est la suivante, c'est qu'il y avait tendance
dans la succession de nos dynasties, a gommé le legs de la dynastie précédente. Sinon, table rase, voilà, c'est nous qui comptons, c'est pas les autres. Sinon, comment expliquer par exemple, qu'un Moulay Ismaïl ordonne le transfert des colonnes de Qasr al-Bedi' Saadienne à Marrakech pour ces nouvelles constructions à Meknès? C'est une hypothèse. Ah bon. Donc, volonté délibérée de ne pas laisser de legs. Oui, volonté de commencer à zéro. De recommencer à zéro, et puis c'est devenu une habitude à tel point que c'était très très gênant. Vous savez, quelquefois dans les négociations entre les consuls étrangers établis à Tanger, oui, les consuls étrangers établis à Tanger, quelquefois les Marocains leur demander des copies que le Maroc lui-même a signées avec eux pour se référer, pour voir s'il y avait un litige à propos de telle clause ou telle clause. C'est dire... Donc pas de traces. Pas de traces. En fait, il y a traçabilité et on s'en trouve aujourd'hui avec une situation des archives désastreuse. Je vais y venir. On a découvert le problème récemment par l'affaire du Sahara. Oui, tout à fait. On a découvert qu'on n'avait pas d'archives. Oui, tout à fait. En fait, il n'y avait pas... Parce que quand il n'y a pas d'archives organisées, c'est un manque d'archives. Quand il a fallu défendre l'intégrité de notre territoire devant la Cour internationale de justice, on s'est retrouvé avec un manque dans nos dossiers. Il a fallu dépêcher les uns et les autres à droite et à gauche pour glaner des archives et pour défendre... En Europe et au Maroc même, pour glaner des archives et défendre ce qui nous appartient. C'est malheureux. Objectif stratégique. Oui, je vais rajouter un petit moment. L'UR, heureusement. Mais l'UR a quand même recommandé dans le rapport remis à Sa Majesté, a recommandé vivement la constitution d'un centre d'archives, mais également une loi des archives. Vous savez que nous avons attendu, que nous nous sommes référés, le Maroc indépendant s'est référé à une loi des archives datant du protectorat 1926. Il a fallu attendre que le Maroc se dote enfin d'une loi le 30 novembre 2007. On n'est pas pressé, quoi. On en a fait un objet stratégique, on a fait une loi, et on a un directeur des archives. Oui. Vous avez été nommé quand? J'ai été nommé le 30 mars 2011. Hier. Voilà, bon, hier, il y a une année. Et quels sont les moyens dont vous disposez? Quasi nul. Ah bon? Quasi nul. Vous avez des fonctionnaires? Vous avez un bâtiment? J'ai un bâtiment provisoire qui sera retapé et aménagé grâce à une cagnotte de l'Union européenne qui est investie dans la mise pour accompagner les recommandations de l'IER. Mais enfin, il faut beaucoup plus que ça. Moi, je demande tout simplement, parce que les archives ayant une vocation transversale, je demande que le gouvernement s'occupe de ce secteur parce qu'il est inadmissible que nous soyons... Vous dépendez de qui? Quel ministère? De la Culture? Nous dépendons du ministère de la Culture, bien que l'institution soit une institution qui a une autonomie juridique et une autonomie financière. Pourquoi ne pas créer un conseil supérieur? C'est une de mes idées, c'est à ça que d'ailleurs j'ai... Dépendant du Premier ministre. Dépendant du Premier ministre, avec sous sa direction. Avec tous les départements? Avec tous les départements, ce serait une solution pour assainir le passif et rattraper le temps perdu. Est-ce que le gouvernement actuel, le gouvernement Boulkéran, est sensible? Ben, je le souhaite. La seule, comment dirais-je, la seule chose que j'ai vue, le seul signe, c'est que l'archive du Maroc a été érigé en établissement stratégique et j'espère que c'est un bon signe et que l'actuel gouvernement concrétisera dans le réel cette option qui n'est pas rien. Bon, on va parler de vous. Merci. Là, on a des archives. Alors, vous êtes né en 1955. Oui.
Un certain vendredi. Un certain vendredi. Mais quel vendredi? Ben, je sais pas. Il y en a 52 dans l'année. Il y en a un au hasard, je ne sais pas du tout, étant donné que mes parents n'avaient pas du tout. Alors pourquoi ce prénom? Le prénom est venu tout simplement parce que ma mère avait Jama', donc c'est vendredi, Jama' dans le sud du Maroc. Le premier qu'avait eu ma mère, qui était venu avant moi, était resté très peu de temps. Il est resté une semaine, je crois. Il est parti. Donc le premier enfant était mort-né. Était mort-né, pratiquement. Donc, on avait peur. On avait peur que je subisse le même sort. Donc, on a été voir le frère et puis il a dit « Ah, il est né un vendredi. Ben, appelez-les vendredi, jamais. » Et voilà, il paraît qu'il a raison. La preuve, c'est que je suis devant vous. Alors, un père bourlingueur. Oui, un peu. Voilà. C'est un souci qui voyage. Un souci qui voyage, comme tous les soucis depuis les saltimbanques de temps à autre, il voyage beaucoup. C'est un nomade, il change de boulot. Il change de boulot. Alors, il est gardien de prison à Bizerte. À Bizerte, un petit moment où, 6-8 mois, j'ai retrouvé ça dans sa paperasse, oui. Sa photo ici, l'Arhmou. Oui, l'Arhmou, c'était quelqu'un de très fier. Oui, l'Arbi, épicier. Là, avec votre sœur, vous-même. Avec ma sœur Malika et moi-même. C'est la naissance de mon premier enfant qui s'appelle Tilila. D'accord. Tilila. Qu'on n'a pas voulu m'inscrire au début, hein. On n'a pas voulu l'inscrire à cause du nom, mais j'ai dû ruser en disant, on m'a dit que c'est pas marocain. J'ai dit, écoutez, je n'en sais rien. Moi, Tilila, c'est Rahma, c'est la clémence. J'ai dit, excusez-moi, je ne sais pas du tout. J'ai fait un peu l'innocent. Je ne sais pas du tout si c'est marocain, mais en tout cas, et là, j'ai menti. Ma grand-mère s'appelle Tilila. Et s'il n'est pas marocain, je vais vous la ramener et vous lui direz qu'elle n'est pas marocaine. Il l'a inscrit. Donc, je reprends le père. Il est gardien de prison. Un petit moment à Bizerte. À Bizerte, au moment de la guerre. Au lendemain de la guerre. Au lendemain de la guerre, c'est des prisonniers allemands. Il est dans les mines du Nord, en France, charbon. Oui, charbon. Oui. Il est dans une papeterie en Belgique. En Belgique. Bon, finalement, il s'installe. Il était alphabétisé, mais en français. En français. Il a fait les cours du soir. Oui. Il écrivait le berbère en caractère latin, oui. Tifinagh, vous avez une opinion? Sur Tifinagh, moi, au début, j'étais contre, mais je crois, on m'a convaincu que c'est pour la visibilité. Hein, plutôt que le caractère arabe ou latin. Voilà, pour la visibilité, c'était mieux. Les caractères latins seraient les plus... qui donneraient une, comment dirais-je, une expansion à la langue, mais ça pourrait attirer des problèmes. Donc, malgré le temps qu'il va falloir investir pour les caractères latins, pour les caractères tifinagh, je suis C'est une parenthèse. Donc, le père s'installe à Tiznit, épicerie. Là, il devient classique. Oui. Il a eu un souci, épicerie, voilà. Mais pas comme tous les soucis, lui, il a bourlingué. Et donc, une première femme pendant sa période de nomadisme, dont il a eu un enfant, et ensuite votre mère, un deuxième mariage, et les filles d'un faqih, alim, c'est trop dire, d'un faqih du Msid, oui. Elle est je me rappelle, très férue de poésie. Oui, c'est la maman. Oui, très férue de poésie berbère, bien entendu. Elle ne chante pas le Moutanabbi, elle ne parle même pas arabe. Et là, vous me rappelez quelque chose, c'est qu'un jour, elle a commencé à réciter. Elle était très pieuse, elle l'est toujours. De toute façon, sa journée est ponctuée de prières et de thé. Mais je me rappelle un jour, il a commencé à faire l'éloge du prophète Sidi Mohammed en disant, voilà, le prophète a dit ceci, ceci. Il a récité quelque chose comme 20 vers comme ça. Et je lui ai dit, maman, est-ce que c'est le prophète qui a dit ça? Elle m'a dit, mais pourquoi tu poses cette question? Je lui ai dit, est-ce qu'il a dit en berbère? Il m'a dit, bien sûr qu'il a dit en berbère. Pourquoi tu poses la question? Je dis, je crois que le prophète Sidi Mohammed n'était pas du tout berbère, il était arabe. Il me dit, Allah yahfadou miskin, que Dieu l'en préserve. Pourquoi arabe, ça veut dire quoi? Bon, en fait, tout simplement, ce bon prophète, comme il est bon, comme il est tout ce que vous voulez, il ne peut être que nous. Et arabe signifie quoi? Arabe, pour elle, qui n'est pas du tout sortie de Tiznit, ou alors très rarement, arabe ne pouvait être que les nomades. Les nomades qui viennent du Sahara. Au moment des sécheresses. Au moment de sécheresse, et qui pouvaient éventuellement saccager les récoltes des gens. Donc le grand prophète Mohammed
Donc une fratrie. Nous. Si on compte le oui, demi-frère, le 9. Oui, 9, oui. 6 garçons. 6 garçons et 3 filles. 3 filles. Éducation totale, j'allais dire totalitaire. Aussi. Vous allez à l'école. Oui, tout à fait. École MCID en même temps. Les deux. Oui, les deux en même temps d'ailleurs pendant longtemps. Épicerie. Épicerie aussi. Oui, très bien. Ça m'a appris beaucoup. Vous étudiez tout le temps. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc j'étudie comment il fallait vendre l'épicerie, j'allais à la mosquée, j'ai appris par cœur le Coran pendant très longtemps. Et il y a une photo de l'école, vous êtes tout petit, oui, tout mignon, petit, tout mignon, tout sage. J'ai toujours été très très sage. Ça, elle date de 1961, cette photo. Là, on dirait une photo de camp de concentration. Au camp de concentration, ça, c'est des colonies de vacances. C'est la colonie de vacances, je crois que j'ai fait, oui, cette photo, je suis passé chez le photographe pour la colonie de vacances 1964. Et c'était un grand voyage que d'aller de Tiznit à Agadir. Premier de la classe. Oui, souvent, tout le temps. Je dirais pas le primaire, mais la fin du collège et le lycée, là, j'ai eu l'assurance. Un garçon heureux. Oui. Cette photo le dit. Oui, oui, oui. Très, très. Oui, j'étais heureux, oui. Il y a quand même des difficultés dans cette scolarité. C'est difficile de passer de l'arabe au berbère. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, la première classe primaire, c'était une grande difficulté, à savoir qu'on était là à écouter le maître, et puis on ne savait même pas ce qui était écrit au tableau. Il parlait un langage qu'on ne connaissait pas du tout. Je rentre. D'ailleurs, le premier jour de ma première classe au primaire, je reviens à midi à l'école, et ma mère, qui n'était pas du tout arabophone, me dit « Ah, donc maintenant tu commences à parler arabe. Ça veut dire déjà école égale arabe. » Et je dis « Oui. » Alors elle me dit « Alors, une colle, c'est quoi le ham? Quoi, la viande? Oui. Je ne savais pas, je lui dis peut-être le ham, c'est quoi le ham? Le ham, bon, c'est pour souder, souder de la ferraille ou autre chose. C'est pour dire qu'il y avait une grande difficulté, il y avait un challenge. Par exemple, pendant 2 ans ou 3 ans, je ne savais pas du tout ce que ça veut dire tamarine. Tamarine, l'enseignant, tamarine, bon, les exercices. Pour moi, tamarine, c'est le pluriel de tamart, ça veut dire les barbes. Allez, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il y avait des difficultés à surmonter. Puis il y avait des instituts qui sont sortis des cavernes. Ah oui, autant on avait de bons instituts quelquefois. Racontez l'histoire de la montre. Ah oui, il y avait un institut dont je taiserai le nom parce qu'il est toujours en vie, mais une fois il avait remarqué que mon père m'avait acheté une montre en plastique à 20 centimes ou quelque chose comme ça, mais cet institut qui sortait des cavernes, comme vous dites, pour lui, un jeune scolarisé mettant une montre, c'est presque du dévergondage. Hein. Et alors, il m'avait mis la main sur le pupitre, il a cassé avec une règle la montre jusqu'à ce que ma main soit en sang. Vous ne l'avez jamais revu? Je l'ai revu, je lui ai raconté l'histoire, il s'est excusé. Il est complètement... Qu'est-ce qu'il est devenu? Je dirais pas ce qu'il est devenu parce que après. Il est député maintenant. Il a été à un certain moment. Donc il casse la montre des. Il a été à un certain moment. Il est bien. Vous lisez beaucoup? Oui, surtout, oui, je Victor lisais Hugo. Victor Hugo, déjà au collège, je lisais Victor Hugo. J'étais le seul à lire la presse, quitte à ne pas l'acheter, juste à louer au kiosque un journal. Plus tard, vous lirez beaucoup l'arabe aussi, par Hussein. Oui, ça c'est au lycée. Au lycée, j'ai quitté Tiz. Je me suis installé comme première promotion du collège Suleiman al-Roudani. Donc là, j'ai beaucoup lu l'arabe pour rattraper le temps perdu, parce qu'avant, j'étais beaucoup plus brillant. Salama Moussa, ça m'a formé. Je me rappelle qu'en une seule année, j'ai lu 18 ou 19 livres de Salama Moussa. Qui vous a fait connaître Nietzsche? Ah oui, c'est par l'intermédiaire de Salama Moussa que j'ai découvert Tolstoï. Son fameux Haoula al-Lamouni. Haoula al-Lamouni. Donc, je me dis, puisqu'ils lui ont appris, ils doivent m'apprendre aussi quelque chose. Donc, je fais très vite le baccalauréat
en 74. Oui, on était 7 ou 8 à l'avoir atteint. Là, c'est le groupe du baccalauréat qui est en train de prier, sauf vous, oui, qui est en train de lire. Ah oui, je lisais Salam Moussa. Là, c'est un petit groupe, on préparait le baccalauréat, c'était lors d'une petite excursion aux environs de Turin. Je lisais, je disais, ah non, il ne s'agit pas de prier, il faut apprendre. Bordeaux. Alors, après la fac de lettres. La fac de lettres à Rabat. Et ensuite Bordeaux pour faire de l'histoire. Et vous faites 2 thèses. Oui. Et sur la presse. Une première thèse sur l'image du Maroc et des relations. Ah, là, c'est l'étudiant studieux à Bordeaux. J'ai fait une première thèse en 82 avec André-Jean Tudesque, Robert Escarpit et autres sur l'image du Maroc et des relations franco-marocaines. Et puis une deuxième thèse plus tard sur l'histoire de la presse. Ah là, c'était le militant qui scandait des slogans en faveur des sans-papiers en France. Vous avez milité parmi les chrétiens. Plus tard, vous allez créer le GRIC. Je ne l'ai pas créé, le GRIC. J'ai intégré le GRIC. Islamo-chrétien, j'ai intégré le GRIC auquel ont appartenu Mohamed Znebar, Halima Farhat et bien d'autres. Mais sinon, j'ai créé le GREJM. Pour le GRIC, le GREJM, c'est pour... Là, c'est une visite au Vatican à l'issue d'un colloque à Assise. Vous êtes reçu par le pape. Reçu par le pape avec les autres collègues, oui. Et le GREJM, c'est un groupe de recherche sur le judaïsme marocain. Bon, ça a été une bid'a à la faculté des lettres qu'un musulman s'intéresse au judaïsme marocain. On m'a dit, tu n'as rien trouvé d'autre que de t'intéresser au judaïsme marocain. J'ai persévéré parce que tout simplement, je vois que le Maroc a une richesse énorme historique. Il fallait valoriser toutes les composantes de notre histoire, qu'elles soient juives, chrétienne, musulmane, berbère, tout ce que vous voulez. Vous prenez quand même le temps de vous marier. Ah oui, heureusement. Avec une jeune femme que vous avez rencontrée dans la bibliothèque. Une charmante jeune dame jeune fille que j'ai rencontrée entre les livres. Alors maintenant, entre les livres à l'ancienne bibliothèque générale, et voilà, nous avons 2 enfants, nous sommes heureux. Oui, tout à fait. Donc ici c'est avec le bébé là. Donc encore une fois des livres, parce que quelquefois ma femme me reproche de mettre des livres un peu partout dans la maison. Eh ben, je lui dis, je t'ai rencontré entre les livres. Donc elle est professeure d'histoire de l'art. Elle a écrit un livre qui a fait date. Souira. Oui, Souira. Il a démontré que Souira, c'est Souira avec un signe, ce n'est que la traduction de Mogadir, de Mogador, qui est la ville ceinturée avec un sour, un livre qui a eu le prix du Maroc. Et pour ne pas faire de jaloux, voici votre fils. C'est mon Tachfine qui fait ses études de Sciences Po aujourd'hui. J'en finis avec l'album de photos. Là, vous êtes en présence du prince héritier lors d'une cérémonie d'hommage Mohamed El Fassi, mais on voit aussi Qasim Zahiri, on voit Ben Abdeljelil, l'ancien recteur de l'université Mohamed V. Pour terminer cette photo révélatrice, ça, vous êtes à la faculté? Je suis à la faculté, tout simplement où j'ai passé 34 ans de ma vie, 4 ans comme étudiant et 30 ans comme enseignant. Elle m'habite, je l'habite, à tel point qu'un dimanche, je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans ma voiture tout seul au parking de la faculté des lettres. Il y a le gardien, Sim Saoud, qui vient me dire, si jamais ça va avec la basse, tu as besoin de quelque chose, tu veux que je t'ouvre? J'ai dit, il me dit, mais c'est dimanche. Excuse-moi, des réflexes à la Pavlov. Si jamais, merci beaucoup. Merci à toi, Hamid. Merci à toi. Enfin, il nous reste, après un petit moment, à vous infliger un jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Si vous étiez un arbre. Je dirais la gagner à un témoin et à un acteur de l'histoire du Maroc qui est très généreux, qui donne. Qui ne pousse qu'au Maroc. Qui ne pousse. Ouais, il pousse ailleurs, mais les Israéliens essayent de le faire pousser. Il n'est fruitier qu'au Maroc. Bon, je leur souhaite bonne chance. Oui. Hein. Une fleur. Une fleur,
Je dirais pour le plaisir des yeux, les oiseaux de paradis, mais pour Marine, je préfère Mskeli, le galant de nuit, je crois. Galant de nuit, oui. J'adore ça. Une époque historique. Ben, le protectorat, ça m'habite. C'est les grandes mutations du Maroc que nous vivons encore. Un grand homme. Un grand homme, Mohamed V. Je crois que le roi Mohamed V a su saisir le sens de l'histoire. C'est pourquoi il est adulé aussi bien par les musulmans que par les juifs. Et ce n'est pas rien si les forces françaises devaient intervenir pour disperser des gens qui scrutaient son image sur le disque lunaire. Une grande femme. Une grande femme amère, une sainte. Une sainte, une générosité sans faille. Un penseur? Un penseur, je dirais Bernard Shaw. J'aime beaucoup cet homme qui reste beaucoup d'humour, mais qui restait la fenêtre ouverte, et qui a grimpé les arbres jusqu'à l'âge de 90 ans et quelques, et qui est décédé à la fin du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Pardon. Un philosophe? Un philosophe, moi je pense. Un penseur musulman. Oui, un penseur musulman, un philosophe. Je pense au mystique Ibn Arabi qui a fait un hymne à l'amour et qui refuse tous les fanatismes d'où elles viennent. Oui, tout à fait. Une ville du Maroc. Une ville du Maroc. J'aime bien Marrakech parce que c'est le poids de l'histoire, mais en même temps, c'est une ouverture sur le monde. Et puis, quoi de plus beau que l'Atlas enneigé et un palmier. Et puis la majesté d'El Katoubia. Un péché? Un péché, gourmandise. J'aime bien les bonnes choses. Une vertu? La dignité. La dignité. Hein. Préserver ma dignité, tout le reste, je m'en fous. C'est fini. Il vous reste à poser à votre tour une question à qui vous voulez. Je la pose aux décideurs, vu mes nouvelles fonctions. À quand une bonne gestion des archives au Maroc et le rattrapage d'un temps perdu, plus d'un demi-siècle? Merci, Sejam Abaïda. Merci, madame. Merci, monsieur, pour votre fidélité. Vous pouvez nous écrire. Vous connaissez l'adresse. Mais encore, 2m.tv. Bonsoir.